Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Fabrice Delsahu, je suis enseignant-chercheur à l'ESP de Paris-Sorbonne et je travaille plutôt sur l'aspect anthropologique du corps et notamment dans les civilisations premières aussi. C'est pour ça que vous aurez quelques petites relations avec d'autres cultures, d'autres approches du corps. Alors, mon premier objectif, c'est de ne pas bouger, on nous a dit le son, alors ce qui pour quelqu'un qui va parler du corps agissant va être un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de rester en place et de vous délivrer un discours à peu près cohérent. Alors mon premier objectif, c'est essayer de voir avec vous qu'est-ce que pourrait être ou qu'est-ce qui se cache derrière les types de compétences spécifiques définis par les programmes. Les programmes, ce ne sont jamais que des injonctions institutionnelles auxquelles nous devons nous référer, mais malgré tout, elles sont peu explicites. Et moi, je pars toujours d'un constat de terrain. C'est-à-dire ce que je vois, j'ai enseigné, je vais voir beaucoup de collègues, je vais voir de la maternelle jusqu'à la terminale, et je fais ce constat qu'on a quand même des élèves qui sont peu habiles au sens premier du terme, globalement. Et c'est encore plus flagrant quand je vais voir des terminales, des premières ou des secondes, et que je vois des élèves qui courent pied à plat, par exemple. Le bruit, c'est très, très particulier, très étonnant. Quand je vois que l'espace bas, c'est-à-dire de la ceinture pelvienne du bassin jusqu'à la cheville, il n'y a aucune flexion, donc on joue debout. Il y a toutes ces choses-là. Je me dis, mais comment se fait-il que ces gens aient traversé un continuum scolaire et arrivent avec être si peu débrouillés d'un point de vue moteur? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, on sait une chose, c'est que la maternelle, c'est l'âge d'or des apprentissages. Alors je me dis, qu'est-ce qui se fait à la maternelle? Est-ce qu'on a bien perçu les enjeux? Est-ce qu'on a conscience du développement moteur, de ce que l'on attend? Et c'est ce vers quoi va tendre cette conférence, c'est-à-dire, voilà, c'est qu'un constat, c'est pas du tout prescriptif ce que je vais vous dire, hein, c'est, voilà ce que je vois sur des maternelles, on les fait danser, on fait des rondes, c'est bien. Mais au final, est-ce que c'est vraiment utile? Quels sont les enjeux derrière une ronde? Voilà, quand une maîtresse vient me voir, elle me dit est-ce que tu peux m'aider pour faire des rondes avec des petites sections? Je dis non, parce que c'est compliqué de faire une ronde avec des petites sections. Elle me dit mais si, moi je veux faire, alors pour peut-être le spectacle de fin d'année. Je dis si tu veux, on va faire des rondes, mais est-ce que c'est un vrai intérêt? Oui, mais il faut des prérequis pour ça. Ces prérequis, il faut les construire. Et ils ne sont pas construits. Donc, voilà, ce vers quoi va tendre cette conférence. Et puis, j'espère que vous y trouverez quand même quelques motifs de satisfaction. Donc, on va commencer par cette citation de Béatrice Foucault, qui était formatrice et qui met que l'éducation corporelle à l'école maternelle est la base et le ciment de tous les apprentissages. Donc apprendre son corps pour apprendre résume l'importance et les finalités de l'activité motrice du jeune enfant. Donc voilà le cadre sur lequel on va se baser. Alors je vous ai mis cette diapo, le corps agissant, cet inconnu. On parle de ma classe, mes élèves, éventuellement d'un élève, mais est-ce qu'on le voit vraiment? Est-ce qu'on le perçoit? Est-ce qu'on connaît les enjeux? Dernièrement, je fais venir des petits dans le gymnase, des moyennes sections, avec une enseignante. J'ai dit, dis donc, cet élève, il a de gros problèmes moteurs. Elle me dit non. Je dis, si, il a des problèmes moteurs. Elle me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, oui, regarde, j'observe. Et en fait, elle ne voyait pas. Elle voyait un élève qui jouait, qui agissait. Je dis, mais regarde le haut du buste, est-ce que tu ne vois pas quelque chose? Et j'ai fait miroir inversé, j'ai pris un autre élève et je dis, regarde, par rapport à celui-là, elle me dit, ah oui, quand même. Et je lui dis, du coup, comment scolairement il se comporte, etc. Mais finalement, on retrouve un peu ce problème de l'enseignant, c'est-à-dire que l'important, c'est que l'élève agisse. Alors pour certains, il faut qu'il se passe quelque chose d'un point de vue moteur, ça tombe bien, on fait de la motricité. Donc on va jouer, on va faire des rondes, on va lancer. Mais la perception individuelle de l'individu, pour le coup, on ne l'a pas. On a du mal à discriminer quels sont les problèmes, voire même quels sont les enjeux. Ici, vous avez
cette petite qui essaie tant bien que mal, c'est une petite section. Alors elle est sur des demi-cercles, elle a du mal à se déplacer, vous voyez, donc elle repasse en quadrupédie parce que là, elle essaie de s'équilibrer comme elle peut. Et puis je vous ai mis dessous les quatre compétences, les 4 objectifs. C'est ce vers quoi nous tendons, eu égard aux injonctions à la fois, mais ce qui se passe, c'est-à-dire que là, on est adapté ses équilibres et ses déplacements à des environnements. Donc je place un parcours. Très bien. Donc l'élève se déplace sur le parcours. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que ce parcours est adapté ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Est-ce que c'est un problème d'appui ? Est-ce que c'est un problème d'équilibre ? Qu'est-ce qu'on vise ? Et bien souvent, on met le parcours pour que les élèves se déplacent sur le parcours. Alors il peut y avoir de la vie, de la joie, du plaisir, de la peur, de l'angoisse. Mais quand j'essaie de quantifier, aussi modeste que cela puisse être, le rapport qualité-prix du truc, je dis autant les mettre en récréation, hein, parce que là ça va courir partout, ça va crier, il va y avoir un développement moteur, eu égard au développement phylogénétique. Donc on va ensuite communiquer avec les autres dans des visées expressives, donc on va les faire danser. Alors on va faire danse de création, on prend un foulard, c'est l'automne et la feuille bouge, donc bougez le foulard. Donc les enfants bougent le foulard. Mais s'il n'y a pas de dissociation segmentaire, je vais avoir ça. On dit, allez, un autre mouvement, je vais passer en stock. Si on peut faire des grands mouvements, est-ce que l'épaule est construite ? Libérée, entre guillemets. Si c'est pas construit, moi je peux faire des grands mouvements. Et puis en plus, on me dit déplace-toi et on met de la musique. Ça devient très complexe. Donc finalement, on ne produit pas grand-chose en termes de construction motrice. Collaborer, coopérer, s'opposer, on va mettre des jeux collectifs. Donc les élèves, les enfants vont jouer. On prend le jeu des balles brûlantes, 2 camps, il faut envoyer des balles de l'autre côté. L'équipe qui a gagné, c'est celle qui a le moins de balles dans son camp. Les élèves vont se débarrasser des balles, ne vont pas lancer. Donc ils se débarrassent. La construction du lancer n'est absolument pas faite. Donc on se débarrasse, mais il y a un jeu. Et puis après, on dit c'est drôlement chouette parce que regarde, je peux faire de la numération, on peut compter avec les élèves. Mais d'un point de vue moteur, c'est quoi ? On a animé un jeu, mais il n'y a rien. Donc peut-être qu'avant de programmer ce jeu, il faudrait peut-être réfléchir à quels sont les prérequis pour ce jeu. Savoir projeter un objet en direction d'eux. Pour projeter un objet, je peux lancer près ou lancer loin. Si je dois lancer loin, c'est une organisation motrice spécifique. Et ce n'est pas parce que je suis en moyenne ou en grande section que je ne sais pas faire. Je peux le faire. Apprends-moi. D'accord ? Et si je veux lancer loin, j'ai une organisation motrice, on va voir, spécifique, qui elle-même demande des prérequis qui sont la construction, schéma corporel, dissociation segmentaire, prise d'information, tout ce qu'on va voir. Donc, en fait, on est sur ces compétences, on met en place ça, et puis au final, il ne se passe rien, de mon point de vue, hein, une fois d'enseignant, chercheur, de ce que je vois. Un autre exemple, le jeu des déménageurs ou des pompiers, les enfants prennent des objets qui déplacent. Et alors on va faire socialiser, on va mettre des élèves les uns à côté des autres et ils doivent se transmettre la balle. Mais si c'est pour faire ça, je prends l'objet et je le donne à l'autre, bon, qui lui-même va le passer à l'autre, je fais un relais. Je dis waouh, c'est cool, on est dans la socialisation. Oui, on est dans une pseudo-décentration affective où j'accepte de donner le ballon à l'autre. Donc déjà, c'est un bel enjeu. Mais ce qui m'intéresse d'un point de vue moteur, moi, c'est pas ça. Ça, je sais faire. Je suis en centration, je suis en vision centrale, je suis à mon niveau moteur, c'est-à-dire aucune dissociation. Je prends l'objet et je le transmets. Je sais faire, je n'ai pas besoin de toi, ça. Ça, c'est juste le jeu des pompiers qui peut être amusant ou pas. Par contre, si je fais ça, là, j'ai une dissociation segmentaire. C'est ça qui est intéressant. Parce que cette dissociation segmentaire, ça m'évitera, moi, après, de voir des petits sixièmes qui jouent au basket. Je leur dis, montez 2 balles à 2 en vue d'aller marquer un panier. Ils se mettent face à face, sans pas chasser, ils s'envoient la balle. 6e. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, à la rigueur, en 4e, en moyenne section ou en grande section, mais pas en 6e, encore moins en 5e. Et j'ai encore ce type de comportement. Et pourquoi j'ai ce type de comportement ? Parce que je n'ai pas la dissociation au bas, qui est le minimum
que l'on puisse exiger. C'est-à-dire, mon corps pivote, je peux faire ça. Alors, je peux jouer au rugby, je peux faire des tas de choses avec. Peu importe. Mais c'est cette construction motrice, vous voyez, que je peux avoir le sentiment de faire les choses. Je peux mettre en place, je peux répondre aux injonctions institutionnelles. On peut même trouver ça excellent, ce que je fais. Mais quand on commence à réfléchir, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que cet élève qui fait le jeu des pompiers en moyenne section, il va faire la même chose en grande section, CM1, CM2, je le retrouve en 6e, et il joue au basket comme ça. Après on me dit, ah ben il y a le problème de l'éternel débutant. Oui, même en terminale, il jouera comme ça. Hein. À un moment donné, cette dissociation, pourtant, c'est pas grand-chose. Donc vous voyez, les enjeux, ils sont là, ils sont derrière ça. C'est-à-dire que si on s'en tient au texte, si on s'en tient à appliquer, à tendre vers, on ne fera pas grand-chose. Donc on a une vraie mission, je parle à dessein, c'est-à-dire une mission qui est tout à fait fascinante, complexe, et qui est liée à cet univers de la maternelle, qui fait un petit peu peur, mais qui est tellement gratifiant, on va voir, par rapport aux enjeux qui sont liés à ça. Alors, je vous ai mis, c'est un micro-monde d'une rare vastité, parce que, vous voyez, cette petite de 2-3 ans, qui est sur ces plots-là, eh bien, on va passer du développement moteur aux conduites motrices, c'est-à-dire que comment faire pour que l'élève... le comportement moteur, c'est ce que je vous donnais l'exemple de tout à l'heure, c'est je prends des objets et je m'en débarrasse, je vide une caisse. Et puis, les conduites motrices, c'est les comportements moteurs en tant qu'ils sont porteurs de signification. En grande section, vous allez avoir la situation, je crée des ateliers, je vais équiper les élèves. Équiper, c'est je vais vous apprendre à lancer en précision et je vais vous apprendre à lancer loin. Mon objectif, ce n'est pas le fait de lancer loin. Je ne suis pas dans le performatif, ce n'est pas mon problème ça. Sinon, je ferai du sport. Je fais de l'éducation physique et sportive. Tout le monde, quels que soient ses potentiels, doit être en mesure de lancer loin. Plus ou moins loin, mais au moins lancer loin, avec un geste adapté. Ce geste, on verra tout à l'heure, une fois qu'ils ont acquis ce geste, la conduite motrice, c'est dire, voilà, vous avez plusieurs ateliers, vous avez une caisse avec plein d'objets différents, des objets lourds, légers, volumineux. Ici, il faut lancer dans une toute petite caisse. Donc, il va falloir lancer en précision. Ici, il faut lancer dans des zones de couleurs ou numéroter le plus loin possible avec des objets. La conduite motrice, c'est par rapport au problème qui m'est posé, je vais prendre le bon objet et je vais adapter mon geste à ce qui m'est demandé. Et en moyenne et grande section, je suis capable de prendre l'objet un peu lesté, éloigner mon bras, montrer en direction de la cible et lancer loin. C'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce que on a travaillé là-dessus, on l'a équipé. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pas la performance, c'est qu'est-ce que ça signifie ça ? Que signifie une roulade pour un enfant ? Pour lui, c'est hyper jouissif. Je disais ce matin, pour une moyenne section, une grande section, c'est le cosmonaute français. Là. Il prend 3G, 4G dans l'espace, ça tourne. C'est génial, c'est le plaisir, d'accord ? C'est la jouissance. Même, mais pour moi, enseignant, ce qui m'intéresse dans la roulade, c'est toute l'organisation motrice qui est derrière ça. Si je mets un plan incliné, l'élève ne roule pas, il tombe. D'accord ? Et on me dit, mais c'est super important pour enseigner. Non, c'est pas important. Sinon, il va rouler de travers, il va tomber. Vous avez ces élèves qui plantent la tête et qui tombent plat dos. Je dis, voilà, on peut incliner, on peut trouver l'angle que vous voulez. Ça roulera pas pour autant. Ce qui est important, c'est les jambes. C'est la poussée des jambes. Donc, ce qui est le prérequis, c'est comment faire sentir aux élèves cette poussée des jambes, cette flexion. Ben, on va se déplacer comme la grenouille, on va se déplacer comme le kangourou, on va fléchir sur les jambes, je crée la dissociation, hanche, genou, cheville, on va pousser, on va faire plein de petits jeux, plein de déplacements. Une fois qu'ils sont passés de la sensation à la perception, qu'ils ont acquis ça, on va pouvoir la réinvestir dans des tas de jeux. Sinon, rouler, ça ne sera jamais que tomber. L'élève, lui, ça va être un plaisir, il le fera à la maison, il est très fier de tout ça. Vous, c'est comment une moyenne section ou une grande section est capable de s'organiser en partant debout. Je suis debout, je fléchis, je pose mes deux mains, je roule et j'arrive équilibré. C'est extraordinaire en termes d'organisation motrice, car tout est parfait.
pousser des jambes, dissociation, menton, poitrine, le dos rond, je pousse, je roule dans l'axe et j'arrive équilibré. C'est jamais qu'une roulade, une galipette pour certains. Ça s'appelle une roulade avant. Mais regardez tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et encore une fois, je ne regarde pas la roulade, je regarde le process qui a été fait pour arriver jusqu'à la roulade. Et quand un enfant fait une roulade, je me dis waouh, on a drôlement bien travaillé. Parce qu'il est équipé d'un point de vue moteur pour faire des tas et des tas de choses. J'en fais pas des sportifs de haut niveau, c'est pas mon problème ça. D'accord ? L'éducation physique et sportive, c'est chaque individu, amener chaque individu au maximum de ses potentiels. Sauf que, initialement, les potentiels ne sont pas les mêmes. On le sait. On l'accepte. Il y a des handicaps, il y a des surcharges pondérales, il y a des segments différents, des hauteurs. Donc tout le monde ne pourra pas arriver au même niveau. Mais est-ce que tout le monde a progressé suffisamment au maximum de ses potentiels ? Donc c'est l'enjeu qui est derrière ces textes, dont on ne parle pas, qui ne sont même pas évoqués dans les textes officiels. Et donc vous avez vu la bascule du développement moteur aux conduites motrices. Donc c'est cette capacité à analyser son geste, son mouvement. Alors on peut passer par la verbalisation, on peut passer par tout ce que vous voulez, les travail pluridisciplinaire, tout ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est quand même un acte moteur. Alors, on a en premier lieu à développer des patrons moteurs de base. Patrons moteurs, locomotion, projection, réception d'objets, équilibration, manipulation d'objets. Ça, on ne vous en parle jamais. D'accord ? Je me fiche complètement de faire du baby basket. Ça n'a aucun sens pour moi. Ou du baby tennis. Ça, c'est les fédérations qui veulent recruter dès la naissance. Non. Moi, je développe des patrons moteurs. Parce que les patrons moteurs, c'est l'équipement général, les programmes moteurs qui font que ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes les produits de ces patrons moteurs qui se développent au cours des 5, 6, 7 premières années. D'où l'importance de ce travail, la maternelle, que j'insiste, que je fais des conférences pour dire attention, c'est l'âge d'or des apprentissages. Donc, est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce qu'on est bien formé? Est-ce qu'on cherche à se former? Est-ce qu'on cherche à comprendre comment ça fonctionne? Vous êtes le produit de vos 7 premières années. Alors, ces patrons moteurs, qu'est-ce qui se passe? Au cycle 2, je vais les combiner parce qu'un enfant maternel a énormément de balles, voire impossibilité pour certains de combiner je cours et je saute, je cours et je lance. C'est locomotion et projection. L'enfant court, s'arrête et lance. Donc je n'ai pas un enchaînement d'actions. En revanche, cycle 2, je vais commencer à enchaîner les actions. Et puis au cycle 3, ces patrons moteurs, on va les teinter, on va en faire des habiletés motrices sportives. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois des injonctions institutionnelles qui nous disent nous devons aller vers des activités codifiées. Pourquoi? Parce qu'au collège, on ne fait plus poule renard vipère, c'est fini ça. D'accord? Pour des raisons qui viennent à la mondialisation, à la sportivisation de la société. Mais si on regarde, beaucoup de jeux traditionnels sont beaucoup plus riches que des sports collectifs. Mais c'est un autre débat. Mais pour l'instant, on décide que le sport est l'apanage des sociétés évoluées et donc on doit aller vers ces activités codifiées. Vers ces activités codifiées, eh bien, regardez un handballeur qui réceptionne une balle, qui part en dribble, qui tire en suspension en direction d'un but. J'ai quoi? Réception d'objet. D'accord? Je réceptionne la balle, c'est réception d'objet. Je pars en dribblant, locomotion et manipulation de balle. Je suis encore dans mes patrons moteurs. Et ensuite, j'ai une impulsion qui est une forme de locomotion et je tire, projection d'objet. Donc j'ai un enchaînement à très haute vitesse, à très haute intensité, si vous regardez le très haut niveau, des patrons moteurs. Mais c'est une application de ces programmes dans une dimension sportive. Vous prenez Manu Katché, batteur de jazz, qui est devenu batteur de jazz, vous regardez ce qu'il fait, c'est une dissociation segmentaire et des patrons moteurs c'est phénoménal ce qu'il fait en termes de dissociation. Vous les regardez jouer, donc voilà, les batteurs, c'est aussi une application, tout ça, c'est toute cette dissociation, elle s'est construite là. Donc vous avez, deuxième point, cette dissociation segmentaire. L'élève est construit autour d'un axe propre,
Et toute sa construction intellectuelle, affective, est autour de cet axe-là. Je prends un objet, je le ramène vers moi. Les premiers temps de la réception de l'objet, c'est je fais un petit panier et je fais en sorte que le ballon tombe au plus près de mon axe. Et puis après, quand j'ai l'objet, je le ramène au plus près de moi. D'accord ? Et puis, petit à petit, j'éloigne le membre et puis je vais chercher l'objet. D'accord ? J'éloigne parce que j'ai créé cette dissociation. Le schéma corporel, c'est la représentation extrêmement complexe d'un point de vue moteur, proprioceptif de ce qui vous semble être votre corps et des potentiels de votre corps, plus un rapport affectif, une image liée à son corps, plus l'aspect social, c'est-à-dire l'image qui est renvoyée par l'extérieur. Donc plusieurs choses. Point de vue moteur, on a commencé à voir ce qu'on pouvait faire. En termes d'image de soi aussi, très important, je le signale à chaque fois, mais il y a de moins en moins de miroirs dans des maternelles, de moins en moins les élèves ne se voient pas. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une société de l'image où on se voit partout, et puis quand je vais voir des maternelles, je dis mais à quel moment ils se voient ? Quand vous êtes dans une salle de danse, vous avez des miroirs partout, et là on va les faire danser, on va les faire jouer, ils ne se voient pas. C'est-à-dire qui je suis, moi, je ne sais pas trop. Alors j'ai des photos, etc. Mais on est dans une époque justement où le numérique peut être omniprésent, on peut prendre des photos, on peut faire des films. Et c'est super intéressant de filmer un élève, de le faire verbaliser. Il y a tout un travail là-dessus, sur sa production, sur sa capacité pour lui à intégrer, voir que cet élève qui fait une roulade ou qui joue, c'est lui. Donc travailler sur cette image parce que c'est la représentation qu'il a de son corps. Donc il y a cette dimension-là et l'aspect affectif, c'est-à-dire le contrôle que vous avez de cet espace-là, qui pour moi est aussi très important. Nous travaillons sur de l'humain, nous n'oublions jamais. Donc ce sont des êtres de désir, ce sont des êtres construits autour de l'affect, et il n'y a que vous qui pouvez contrôler ça. On ne sait pas ce qui se passe à la maison, on sait que les élèves entre eux sont parfois cruels, d'accord ? Il faut que vous contrôliez ce qui se passe. Dans ma classe, avec moi, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Et vous devez être bienveillant. Et cette bienveillance, elle doit s'exprimer en permanence. Souvent, quand je vais dans des séances de motricité, j'entends jamais la maîtresse, mais vous devez, le côté animatrice, c'est oui, c'est bien, c'est super ce que j'ai vu, bravo, encourager, relancer, c'est ça qui est important. Tout ça, c'est en termes d'image de soi, c'est très important, valoriser l'image. Ça ne veut pas dire que c'est le monde de oui-oui, hein, qu'à un moment donné, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de ce qui s'est passé, ou j'apprécie pas ce que j'ai vu tout à l'heure, et pourquoi. D'accord ? Donc vous êtes un référent affectif extrêmement important. J'ai plus maman, j'ai plus doudou, il me reste la maîtresse. D'accord ? Et la maîtresse, elle doit avoir son rôle de maîtresse, c'est-à-dire oui, non, mais beaucoup plus de oui. D'accord ? Cette relation. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que le moteur, c'est quand même un rapport affectif qui est très important, parce que de façon inconsciente, mettre un élève en situation de motricité, ça nous renvoie aussi à notre propre corporéité, à notre propre motricité. Hein. Qui je suis moi, comment je fais, est-ce que je joue, est-ce que je participe, quelle projection je fais par rapport à mon vécu EPS, qui est bien souvent dramatique, où on se cache derrière les haies pour pas courir, enfin bref, on a vécu des tas de choses. Et puis, c'est compliqué après de transmettre quelque chose si on n'a pas soi-même bien vécu la chose et surtout donner du sens. Pourquoi on nous fait courir jusqu'à la terminale ? Pourquoi ce satané prof de PS s'évertue à me faire courir des heures et des heures ? Parce que jusqu'à 18 ans, vous modifiez vos capacités cardio-pulmonaires. Après, c'est fini. Sinon, on ne vous embêterait pas avec ça. Pourquoi il y a de la motricité 45 minutes, 30 minutes à 1 heure par jour en maternelle ? C'est bien que le législateur a bien compris, aperçu les enjeux qui sont liés derrière tout ça. Le cycle 1, c'est quand même le seul espace où on est payé tous les jours pour faire de la motricité. Est-ce qu'on se questionne là-dessus ? C'est qu'il y a des enjeux. J'ai un collègue qui est très branché là-dessus, qui me dit « Mais tu te rends compte combien ça coûte à la nation ?» tout ça. Je dis « Oui. » Donc c'est bien que ça a un coût, comme le savoir nager qui devient fondamental, ça a un coût. Et ce coût,
il prend son sens par le fait on est dans l'âge d'or des apprentissages moteurs. Donc il ne faut pas se rater, en gros. Il faut être exigeant et il faut avoir une vraie conception de cet enseignement. Vous avez des hétérogénéités à prendre en compte, encore une fois, des élèves genrés, avec des capacités différentes. On fait de l'éducation physique et sportive, donc une éducation, on prend tout le monde et on essaie d'amener tout le monde au maximum des potentiels. Cet être de désir à décentrer, je l'ai évoqué, c'est ce rapport à l'affect omniprésent. Une culture d'accueil à comprendre, c'est-à-dire que cet élève qui vous arrive, il n'est pas vierge ni culturellement ni d'un point de vue moteur. Il s'est passé des tas de choses, on le verra. Les sollicitations qu'il a reçues depuis la naissance, elles sont fondamentales. La culture qu'il reçoit à la maison est fondamentale. Et ce n'est pas parce qu'il arrive à 2-3 ans avec son doudou qu'il y a déjà une construction qui est là. On va la voir. Des prescriptions institutionnelles, bien entendu, et puis une mise en jeu de son corps, c'est-à-dire qu'on est dans l'âge d'or du jeu. Et donc utilisons-le parce que la notion de plaisir est intimement liée à cette notion de jeu, cet aspect ludique. Alors la double identité, on a à construire une double identité, après on passera à autre chose au niveau théorique, je finis là-dessus. Vous avez d'abord à construire une identité dans l'espace. Ce corps, il faut l'inscrire dans un espace. Alors c'est clairement spécifié dans les textes pour le coup, mais le premier espace, c'est quand même l'espace du corps, l'espace corporel. On va construire la classe, on va construire l'école, l'espace environnant, mais tout ce que je vous ai dit avant, la dissociation, les capacités à appréhender son corps dans son entièreté, ça permet de faire de son corps un étalon, c'est-à-dire un étalon corporel. Prenez l'exemple des premières mesures, les anciennes mesures. C'était quoi? C'était le pied, la coudée, le pouce. Donc le premier étalon, c'est un étalon corporel. D'accord? Les anglo-saxons ont gardé ces étalons-là. Et donc, construire l'espace d'une classe, c'est d'abord construire l'espace corporel. Où s'arrête mon corps? Où commence mon corps? Il s'arrête ici, si je me redresse, il s'arrête ici. Si j'écarte mes bras, il est ici, il est là. Et vous savez très bien que les élèves ont du mal à se repérer dans l'espace parce que le corps n'est pas construit. Moi, je dis répartissez-vous dans l'espace, ça ne veut rien dire. Ils vont se regrouper. D'abord, construisons cet espace corporel. Voyons voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je suis plus grand comme ça? Est-ce que l'espace est plus grand? Qu'est-ce que ça veut dire? Les contacts. On est dans du registre de la proxémie, l'acceptation ou pas de ces contacts. Et puis une fois qu'on a construit cet espace corporel, on va construire l'espace dans une autre dimension. L'identité dans le temps, elle est en synchronie, c'est à l'instant T vous devez agir, il doit y avoir des modifications, des débuts de modification ou au moins une sensibilisation à, et en diachronie, c'est qu'il faut travailler sur le temps. C'est-à-dire que, je vous ai dit, les patromoteurs vers 6-7 ans, il y a ici un point d'achoppement qui est la nécessité d'un travail coordonné sur tout le curriculum. C'est-à-dire que se rassurer, c'est se dire, voilà, nous avons petite section, moyenne section et grande section pour équiper cet élève d'un point de vue moteur, cet enfant. Mais d'un autre côté, ça veut dire travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre, bien entendu, une classe sur 3 ans. Donc on va passer l'élève et quel est le projet? Comment on envisage, nous, dans notre école, ce développement moteur? D'accord? Le petit va être transmis à la maîtresse des moyens et comment ça se passe? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on a un projet commun? C'est pas le parcours qu'on construit, c'est pas comme je vois souvent, on dit bon, on a mis un parcours, il y a 2 enseignants responsables, ils font un parcours et tout le monde monte dessus. Ah oui, mais les petits font comment? Et les grands, mais c'est trop simple, ça il correspond à un parcours de moyens. Est-ce que vous avez réfléchi? Non. Non, parce que ça demanderait une coordination des enjeux, une vision globale de l'élève sur 3 ans. Alors, rassurons-nous, on a du temps, il faut donner du temps au temps, mais à la fois, il vaut mieux le penser sur cet espace de cycle. Ici, je vous ai mis l'enjeu prospectif de l'enseignement moteur, c'est un enjeu de vie.
je le rappelle à loisir que les générations arrivent sont des générations de centenaires et je le crois, je le dis avec force. Quand vous avez un enfant de 4 ans, quand vous modifiez ses potentiels moteurs, 4 ans, ben vous travaillez pour les 96 années à venir. Et il faut que vous ayez conscience de ça. D'accord ? Donc c'est hyper gratifiant, enfin, de mon point de vue. C'est-à-dire, quel métier peut se targuer de dire, ben, non seulement je travaille sur de l'humain, et il y a eu avant moi, il y a eu après moi. Donc vous voyez, cette image, pour moi, elle est très symbolique. C'est que vous avez le petit, il se redresse, et puis ça veut dire quoi ? Nous, on est au niveau de la flèche, ça veut dire qu'il a un vécu avant. Qu'est-ce que je sais de ce vécu ? Et puis après, ben regardez, il va continuer. Et puis, ben nous, on a fait notre boulot. On l'a équipé pour toute une vie. Qu'est-ce qu'il en fera ? Ça ne nous appartient pas. Hein. Comme je dis toujours, au CP, il faut lui apprendre à lire, écrire, compter, très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il en fera ? Il ira pas. Alors on a le petit plus qui est les sensibiliser à lui donner le goût. On travaille sur, on n'a qu'un corps, il faut faire attention. On travaille sur l'alimentation. Moi je fais des simulacres d'échauffement avec les élèves. Je sais très bien qu'en maternelle l'échauffement n'a aucune vertu physiologique, mais je travaille sur du long terme. Je ritualise le truc en disant ah oui, et les petits ils arrivent, ils disent oui, bon, on s'échauffe parce que sinon il ne faut pas qu'on se fasse mal, il faut faire attention à notre corps. Voilà, il y a cette espèce de ritualisation, mais en même temps je ne fais pas n'importe quoi. Je me dis bon, je sacralise, je ritualise ce temps, et là je vais en profiter pour travailler la dissociation segmentaire. D'accord ? Eux ils s'échauffent pour ne pas se blesser. Moi je travaille la dissociation segmentaire. Et après, allez, on commence, on échauffe quoi ? Le cou, oui mais derrière, la nuque, on verbalise, donc on travaille, et vous allez voir des enfants, donc on travaille la dissociation. Ici l'épaule, allez, on va bien échauffer l'épaule parce qu'on va faire des jeux de lutte, il faut faire attention. Alors je ne le fais pas systématiquement, mais il y a certaines activités, jeux de lutte, danse, qui me semblent intéressants pour ritualiser cet échauffement et les sensibiliser à ça. Donc on a un vrai enjeu. Alors ici, pour être beaucoup plus pragmatique, un élève traverse, et puis accidentologie, donc on constate que les élèves, plus ils sont jeunes et plus ils sont en danger sur la route. Et on a essayé de réfléchir, on dit bon, qu'est-ce que c'est qu'un élève qui traverse la route, un petit, maternel, pourquoi les élèves sont plus sujets aux accidents quand ils sont petits, etc. Et quand on regarde, eh bien vous voyez que le premier problème, c'est une attention surexclusive. L'élève ne sait prendre qu'un élément de la tâche à la fois. Donc vous créez un parcours, ne vous embêtez pas à raconter votre vie pendant 5 minutes. Sur là, vous allez faire ça, là, ça, puis ensuite vous montez, puis là, vous passez dessous, vous les avez perdus, c'est pas la peine. Au mieux, il y en a un qui a suivi les deux premières choses à faire, et puis après, il y a ceux qui disent « Ah, le gros tapis, ça doit être trop sympa, il me tarde d'aller au gros tapis. » Donc, ils vous ont zappé. Et puis, ils vous ont zappé parce qu'ils n'ont pas la capacité à prendre tous ces éléments. Donc ici, l'attention surexclusive et l'égocentrisme, c'est me concentrer sur un seul élément. Et en l'occurrence, sur la route, est-ce que je suis capable de me concentrer sur cet espace spécifique qui peut être un espace accidentogène? Est-ce que je suis capable de me décentrer de l'objet, du ballon, etc. Donc ici, c'est un travail qu'on va faire. On va progressivement multiplier les consignes, donner de plus en plus de consignes pour que les élèves soient en mesure d'appréhender un maximum d'informations. A contrario, quand vous allez vers les fin cycle 2, cycle 3, vous avez des élèves qui sont en sur-inclusivité, qui eux ont conscience de leur nouveau pouvoir moteur intellectuel et qui vont prendre un maximum d'informations. Et vous faites un 2 contre 2, des joueurs dans une situation de basket, et vous allez voir, vous avez des élèves qui, dès le premier échange, ils vont pas être capables de transmettre la balle correctement, ou ils vont sortir des limites du terrain, etc. Pourquoi ? Parce que ce 2 contre 2, il faut gérer le ballon, il faut gérer le partenaire, il faut gérer l'adversaire, il faut gérer l'espace. Si je mets en plus une pression temporelle, ça fait trop de choses. Eux, ils ont l'impression qu'ils savent faire, ils sont grands. Ah non, ils implosent dès les premières secondes. Donc, il va falloir déconstruire, c'est dire, bon, on va faire un 1 contre 0, moi seul avec le ballon, la relation avec l'objet, et puis ensuite,
2 contre 0, pas d'adversaire, et on va voir comment on est capable à 2 de se déplacer, d'amener le ballon en zone de marque. Puis après, je vais mettre un adversaire que je vais mettre dans une zone limitée pour limiter la pression défensive. Puis après, l'adversaire pourra se déplacer sur tout le terrain, et après, je mettrai un deuxième adversaire. Vous voyez comment je construis progressivement mes situations de manière à leur laisser du temps pour prendre toutes les informations, et vous verrez que vous aurez plus de résultats en 2 contre 2 en passant par ces étapes-là qui leur permettent de discriminer, de prendre tout ça. Le deuxième problème de l'élève sur lequel on va travailler, c'est la motricité globale qui est inadaptée. Un élève ne sait pas courir et s'arrêter à l'instant T sur un point donné, et l'élève ne sait pas infléchir sa trajectoire. Donc, même s'il voit le véhicule, il n'est pas capable de freiner, et il n'est pas capable, par exemple, de partir à droite pour accompagner le mouvement du véhicule. Ça, on va le travailler. On va travailler la capacité à s'arrêter dans une zone, la capacité à modifier des trajectoires. Donc, concrètement, parce que je sais que vous voulez du concret, c'est quoi? Le jeu avec des petits, le chat poursuit la souris, c'est un jeu en transversalité. Je pars d'un point à un autre point, où le lion poursuit la gazelle, réaction à un signal, être capable de réagir au signal, attraper avant que la gazelle ou la souris arrive dans une zone. Translation, l'élève est en vision centrale, tout va bien, il poursuit, il y a un jeu, c'est très bien. Là, je le conforte et je travaille sur de la locomotion, la capacité à repérer le signal, quand commence le jeu, quand s'arrête le jeu, accepter la défaite, donc tout ce qui est autour de la motricité. Et ensuite, je vais passer dans des jeux où je vais multiplier le type d'information. Donc, on va avoir plusieurs élèves on va avoir des entrées, des élèves qui vont courir à plusieurs. Je vais faire entrer un troisième partenaire où, du coup, je vais être obligé de lever la tête et prendre de l'information. D'accord ? Je vais avoir des parcours qui vont avoir des trajectoires courbes de manière à modifier. Et petit à petit, vous allez avoir la tête qui va commencer à prendre de l'information. C'est-à-dire que je ne suis plus en vision centrale, mais je vais commencer à regarder ce qui se passe autour de moi. Et ensuite, je vais avoir des jeux où, en grandissant, je vais commencer à prendre de l'information dans mon champ de vision périphérique. Donc je les conforte, et après, je complexifie mes jeux pour le jeu des déménageurs. Vous pouvez déménager d'un point à l'autre, et puis après, on peut faire des parcours de plus en plus complexes, où on peut aller voler des objets, on peut aller marquer dans 4 coins, on peut amener dans 4 caisses différentes, c'est-à-dire que je ne suis plus dans une trajectoire rectiligne, mais au contraire, je vais modifier beaucoup plus riche, plus d'informations, et du coup, on augmente la capacité à prendre de l'information. Et du coup, on tombe dans cette vision centrale et les calculs oculomoteurs, c'est-à-dire que l'élève a du mal à comprendre si un véhicule est loin ou près, c'est-à-dire qu'il est gros, il est petit, on a du mal à voir s'il est loin, on a du mal à calculer la distance, la vitesse. Les calculs oculomoteurs, c'est quoi? C'est la capacité, je prends de l'information sur un objet. Prenez l'exemple de projeter un objet. Donc on dit aux élèves, vous lancez la balle. Imaginez la difficulté que c'est pour un élève de maternelle. C'est-à-dire que déjà, il faut que la projection soit correcte, ce qui est déjà complexe. Donc il faut envoyer. Je vois la balle, je suis capable de lire la trajectoire, de calculer la vitesse et donc de me situer sur le point bas, là où va tomber la balle. On voit bien que les petits, souvent ils arrivent en avance ou en retard, ils arrivent en avance, la balle arrive devant eux, donc souvent ils la prennent dans la tête, ou alors ils arrivent et la balle passe par-dessus, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à prendre cette information-là. Et tous les jeux où il faut se transmettre des balles, on voit que c'est extrêmement complexe, parce qu'en termes de calcul, de calcul oculomoteur, ils n'ont pas les capacités. Donc tous les jeux collectifs où il faut se transmettre des balles, il faut une qualité de transmission de balles, et il faut prendre des informations suffisamment précises pour me situer au bon endroit pour réceptionner le ballon. C'est beaucoup d'apprentissage et trop complexe. Donc ici, l'élève, eh bien, on voit cette incapacité à lire les trajectoires, à voir l'objet. Et puis, la dernière chose, c'est la centration affective, c'est-à-dire que je vois maman m'appelle, ma centration, c'est maman. Donc je fonce voir maman, même je suis dans une situation... Mon ballon, ce qui m'intéresse, c'est mon ballon. Autre chose, si mon copain m'appelle, eh bien, je vois le copain. Donc
la capacité aussi à se décentrer, dire bah, attention, ici on est sur un passage clouté. Quand on arrive dans cette zone, voilà, tout s'arrête, je prends l'information, je traverse à tel endroit, je regarde si le petit bonhomme est vert, je regarde à droite et à gauche, etc. Bien, tous ces apprentissages-là, tout ce qu'exige cette situation-là, c'est des choses que vous allez faire en classe, qui vont se construire tout doucement. C'est-à-dire que ce que j'ai fait avec mes enfants, vous regardez à droite, à gauche, et vous regardez une nouvelle fois à gauche, à droite, et une nouvelle fois à gauche, ça ne suffit pas. J'ai joué mon rôle de père, c'est très bien, mais il se trouve que dans cette situation-là, on voit qu'il y a des apprentissages, des prérequis qui sont aussi très importants et que vous allez retrouver dans les activités que vous allez proposer. Ouvrir le champ de prise d'information, travailler sur la surexclusivité, travailler sur la décentration affective et travailler sur des trajectoires de plus en plus complexes, des changements d'appui, etc. Tout ça, on peut espérer qu'il va se passer des choses, on va peut-être sauver des vies. Alors prenons un exemple ici, aussi concret. Donc vous avez un élève, donc je vous ai j'ai intitulé cette diapo du macroscopique au microscopique, c'est de l'institutionnel à l'appui au sol. Donc ici, vous avez un élève sur un parcours. Donc j'ai une programmation, je travaille sur la compétence, adapter ses équilibres et ses déplacements. Donc je propose un parcours. On a tous fait des parcours, on en fera, c'est très bien d'ailleurs. Première question, c'est il sert à quoi ce parcours? Qu'est-ce qui est derrière cette compétence qui est visée? Donc ici, je propose des locomotions, des déplacements et des équilibres. L'équilibre permet de travailler l'équilibration. L'équilibration étant le processus qui permet au corps d'être équilibré. Donc ça veut dire une réorganisation en permanence de mon corps. L'équilibre et les locomotions, ce ne sont jamais que des appuis au sol. Donc, en l'occurrence, ici, je suis en bipédie, donc j'ai 2 appuis au sol, j'ai mes 2 pieds au sol. Est-ce que j'ai construit la notion d'appui? Qu'est-ce que ça veut dire? L'appui, c'est un pied, contact au sol, et on voit qu'il y a plein de façons de se déplacer. On peut glisser, l'élève va faire glisser ses petits pieds sur la poutre. Je peux marcher sur la pointe des pieds, je peux marcher pied à plat, je peux marcher sur les talons. Quelle est la bonne façon? Quand on marche correctement, on a un déroulé de pieds. La nature nous a fait de telle sorte que le pied est construit avec un talon, une voûte plantaire et des orteils. Est-ce que ça a été construit? Première des choses, c'est est-ce que, en termes de schéma corporel, à quel moment j'ai déchaussé les élèves? Alors ça, je bataille à chaque fois avec les enseignants. Alors je leur dis, bon, tu fais le parcours, allez, tout le monde pieds nus. Alors là, oh non, c'est pas vrai. Ah non, mais attends, il faut leur remettre les chaussures, ça va prendre 1 heure. Je dis, mais comment on peut travailler l'équilibration, les appuis avec des petites chaussures hivernales? Alors il y a même des petites gamines qui ont des petits talons ou des bottes en plastique. Je dis, mais réfléchis, comment on construit l'équilibre, l'appui au sol avec des bottes en plastique? Explique-moi. Comment ils peuvent avoir des sensations? Ils ont 0 sensation. Donc c'est compliqué. Donc déchaussons-les. Je préfère 25 minutes pieds nus plutôt qu'1 heure, et puis tant pis, je galérerai un quart d'heure à mettre les chaussures, bien que ce soit un apprentissage aussi, mais au moins il y aura des sensations et je serai beaucoup plus efficace. Est-ce que les élèves ont manipulé leurs pieds? Est-ce qu'on a verbalisé? Qu'est-ce que c'est le pied? Qu'est-ce que c'est que la cheville? Comment est fichu mon pied? Est-ce qu'on a fait des guilis avec son pied? Faire des guilis, c'est on travaille sous la voûte plantaire, c'est rigolo ça. Mais moi, c'est pas les guilis qui m'intéressent. C'est les sensations que j'ai, c'est-à-dire on a une voûte plantaire, on a des orteils, on a un talon. Le talon sert à amortir, à réguler ma vitesse. La voûte plantaire, pied à plat, ça sert à l'équilibration. Les orteils me servent à me propulser vers l'avant. Regardez les appuis des élèves. Pourquoi les élèves courent à plat? Pourquoi les terminales ou les premières que je vais voir continuent à courir à plat? Bien parce que de façon inconsciente, ils savent que quand est-ce que je suis le plus équilibré, c'est quand je suis pied à plat. Donc ils ont un comportement à 16 ans ou 15 ans qui relève d'un comportement d'un élève de 3-4 ans. Mais tout va bien, ils courent, tout va bien. Sauf qu'ils courent pied à plat.
Donc en termes de performance, c'est pas bon. Et puis en termes de problèmes corporels aussi, c'est pas génial. D'accord ? Donc, pourquoi les petits vont se mettre naturellement pied à plat ? Parce que c'est la phase d'équilibration. Je ne suis pas bête, je suis en train de me redresser, je ne veux pas me mettre en déséquilibre, t'es mignon. Donc je suis pied à plat. Et pourquoi ils se déplacent les premiers temps du déplacement sur la poutre ? Ils se mettent en travers, c'est des pas chassés, les pieds glissent le long de la poutre. Pourquoi ils glissent ? Parce que je suis en contact avec le sol. Quand vous les mettez à la piscine, c'est catastrophique. Ils appuient, il n'y a plus d'appui. Donc là, ici, ils ont une poutre, ils sentent, ils glissent, ils sentent l'appui, ils sont rassurés. Et en plus, ils chassent l'appui, ils font glisser, parce qu'ils sont en contact, ils sont avec le maximum de surface, et ils font glisser. Donc ils sont rassurés quelque part. Ils sont, pour eux, équilibrés. Mais je vais leur dire, vous allez passer de ça, vous mettre face à la poutre, et vous allez avancer. Et on va commencer à dérouler le pied. On va attaquer avec le talon. Et quand vous avez des petits, notamment les garçons, vous les faites courir, certains courent sur la pointe des pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent bien que c'est la phase d'impulsion. C'est là où je vais vite. Alors pour eux, ils disent, mais si je me penche vers l'avant et que je pousse sur les orteils, je vais beaucoup plus vite. Oui, c'est bien, tu as senti ça. Mais le problème, c'est que courir et s'équilibrer sur une petite surface comme ça, c'est compliqué. Donc on a des trajectoires comme ça, où ils commencent par là et ils finissent là. Et moi, mon objectif, c'est vous courez dans l'axe le plus droit possible. J'obtiens ça. Et on me dit, mais comment on fait ? Je dis, on travaille l'appui. S'ils ont un bon déroulé de pied, ils ont une phase d'équilibratrice et après on pourra travailler le haut du corps, le bras, la tête, etc. Mais souvent on dit aux élèves, regardez devant, fixez-moi, regardez le plot qui est devant. C'est très bien, c'est des repères spatiaux au niveau de la tête. Puis ensuite on dit les bras dans l'axe, projetez vos bras vers l'avant, à quoi servent les jeux. Donc il y a plein de sensations, mais les appuis, si les appuis ne sont pas bons, ils ne courront jamais dans l'axe. Donc tout passe par 2 appuis au sol. Donc, est-ce que cette dissociation segmentaire a été faite ? Est-ce que la cheville est construite intellectuellement et du coup, est-ce qu'elle bouge ? On va voir tout à l'heure que c'est pas évident. Et la prise d'information proprioceptive, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des sensations ? Est-ce qu'on a vu comment a été construit le pied ? Comment on pouvait dérouler ? C'est-à-dire que est-ce qu'on a fait des petits jeux autour de ce pied ? Est-ce qu'on a travaillé ? Est-ce qu'on a marché sur du mou, sur du dur ? Est-ce qu'on a marché sur du piquant ? Est-ce qu'on a marché comme l'éléphant en s'enfonçant dans le sol ? Est-ce qu'on a marché comme la girafe en se grandissant sur la pointe des pieds ? Est-ce qu'on a fait le culbuto avec les pieds ou on a déroulé le pied ? Prenez le temps. Parce que ce n'est pas du temps perdu, ça. Je suis en train de l'équiper, voilà votre corps, voilà comment il est construit. Prenons le temps justement de l'équiper. Et une fois qu'on a ça, après, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre les activités, on peut viser les compétences qu'on veut. Mais changeons de paradigme. C'est ça, mon discours, c'est de changer de paradigme. Ce n'est pas les compétences qui m'intéressent, c'est l'équipement de l'élève. Construire le corps. Et vous voyez ici que, avant d'arriver à l'appui podal, vous avez les différentes surfaces de contact du pied. Vous voyez qu'on commence par le talon qui est sollicité et on finit par les orteils. Voilà les différentes phases. Et vos élèves, vous les trouvez ici. Eux, ils sont sur ces phases-là. Une fois que j'ai compris ça, que j'ai vu ça, bien après, je fais un traitement didactique et pédagogique ad hoc, c'est-à-dire je retravaille ça. Je vais peut-être mettre des séances avant où on va travailler cette situation d'appui au pied. Vous avez une étude américaine qui a montré, parce que les Américains, vous savez, ont des problèmes beaucoup d'enfants en surcharge pondérale, que l'on risque d'avoir aussi, nous, si la société continue à être ce qu'elle est. Et on a des injonctions qui nous disent, attention, un élève en surcharge pondérale, c'est très compliqué de le faire courir longtemps parce que c'est traumatisant au niveau des organismes, au niveau de l'organisme, au niveau des articulations, etc. Les Américains ont montré que c'est qu'un problème d'appui. C'est-à-dire que l'élève qui court à plat, justement, il prend le choc, tout le poids, et ça multiplie par 3, par 4, par 5 l'impact au niveau des articulations. Et ils ont montré que si on travaille sur l'appui, c'est leur organisation, c'est-à-dire attaquer non pas pointe de pied, mais attaquer sur cette phase-là, ici, eh bien, l'élève va attaquer comme ça et il va avoir une phase d'amortissement qui va permettre d'encaisser justement tout le poids du corps. Et du coup,
eh bien, ils disent qu'il est tout à fait possible de faire courir un élève pendant 5-10 minutes, etc., voire courir vite. C'est juste une question de réajustement postural et notamment au niveau de l'appui. Donc vous voyez, même avec des handicaps, il y a aussi des réajustements. Alors ici, exemple de dissociation, vous avez l'élève est construit autour de 2 lois. La céphalocodale, c'est de la tête aux pieds, c'est-à-dire que l'élève, eu égard à la maturation nerveuse, etc., vous prenez le nerf sciatique, ce nerf qui traverse tout le corps et qui descend jusqu'aux pieds, la maturation arrive au maximum autour de 5 ans. Donc les sensations au niveau plantaire, autour de 5 ans, on va avoir un maximum de sensations. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre qu'il ait 5 ans pour travailler sur le pied. Mais voilà, au bout de 5 ans, c'est construit. Et donc, ce qui sera construit en premier, logiquement chez l'élève, ou ce qui est plus facilitant pour nous, c'est de travailler au niveau de la tête. La tête, la nuque, le haut du corps sera construit avant le bas. Et ça s'exprime de façon vraiment remarquable quand vous voyez justement ces élèves au collège ou au lycée, vous voyez que l'espace bas n'est absolument pas construit. Énormément de problèmes à ce niveau-là. Et vous avez la deuxième loi proximo-distale qui cette fois-ci n'est pas de haut en bas mais qui est dans l'axe du corps jusqu'à l'éloignement des segments. Donc il va falloir construire. Donc l'épaule sera construite avant la main ou avant le petit doigt qui bouge. D'accord ? Eu égard à cette maturation. Alors ici vous allez voir, logiquement, si ça marche, vous allez avoir plusieurs exemples de dissociation. La première, celle que j'avais déjà montrée, vous allez voir ce petit, je travaille la dissociation segmentaire. Parce que si on veut écrire correctement, on a la tenue, bien entendu, de l'outil, mais il y a aussi cette dissociation-là. Et avant de travailler le graphisme, il est de bon sens de travailler la dissociation segmentaire. Donc ici, avec les élèves, je leur dis, bon, vous prenez la main. Alors vous verrez dans toutes les situations, je dis aux élèves, vous prenez la main. Ici, c'est une main, elle est bourrée de capteurs. Et comme je veux travailler sur du proprioceptif, eh ben, travailler la dissociation au niveau de la nuque. Si je le fais ça, j'ai des sensations. Si je fais ça, j'ai encore plus de sensations. L'idée, c'est d'avoir un maximum de sensations qui me reviennent au cerveau. Et ça me permet d'être plus efficace en termes de dissociation segmentaire. Donc ici, je dis aux élèves, vous prenez votre main et on la fait bouger. Donc l'idée, c'est de construire, vous avez compris, la notion le poignet. C'est-à-dire que ça peut bouger ici. Et vous allez voir ce petit, c'est ça. C'est pas ça. Moi, je dis, tu fais ça. Il a ça. Et au bout d'un moment, il voit quand même un ou deux qui arrivent et ça l'énerve. Et vous allez voir, il fait ça. Il le plie. Il dit, oh, c'est moi qui commande. Donc, il fait ça. Vous allez avoir un autre petit où la dissociation, ça va être le haut du corps. Je vous ai dit, c'est une des premières choses. Ce sont des moyennes sections filmées il y a 2 mois. Donc, je veux voir ça. Le petit fait ça. D'accord ? Vous allez avoir un autre niveau ensuite où on va avoir ça, et ça part tellement dans tous les sens que l'élève est déséquilibré. Et ensuite, on va finir sur un petit, on a fait une immense fresque et il devait faire des véhicules. Il y a un élève qui a fait une voiture de pompier ou de policier, je ne sais plus, et vous allez voir la façon dont il découpe. Pourquoi c'est fascinant ? C'est fascinant parce que couper, pour moi, c'est en termes de dissociation, motricité fine, je prends mon ciseau et je coupe. Déjà, je suis capable de faire coïncider mon outil, de le faire et d'être au plus près de la bordure. Donc c'est déjà un boulot. Et puis, comme je suis un peu pervers, je dis, attendez, il faut tourner. Alors quand j'ai 2 ans, je fais ça. Je tourne autour de la feuille. Là, je dis, attendez, on grandit. Donc si on grandit, on fait ça. Mais essayez de comprendre ce que ça veut dire. C'est que ma main fait ça et l'autre main fait ça. Donc pour le coup, je deviens Manu Katché, batteur de jazz. Je fais ça et l'autre main fait ça. J'ai une vraie dissociation, sauf que j'ai 4 ans. Le petit fait ça. Et le niveau supérieur, c'est je prends de l'information, je regarde et je libère après. Visuel dit, bon ça va toi, tu fais quoi ? Et puis de temps en temps, je reviens. Et vous allez voir ce petit, je n'ai pas mis le son, et il fait ça. Vous allez voir la précision du découpage. Il fait bouger sa main, et puis de temps en temps, il regarde le copain. Et après, il revient là-dessus. C'est en moyenne section. Et vous avez une dissociation qui est superbe.
Donc vous voyez, et ça bouge pas, hein, c'est terrible. Et là, ça y est, je casse. Hop. Et puis là, je m'arrête, je me dis, mais c'est pas possible, ça marche pas. Donc vous voyez, c'est impressionnant ce qui se passe. Et lui, regardez. C'est-à-dire que c'est la tête qui fait partir tout le buste. Donc vous voyez, on a deux blocs hauts. Là, après, on va travailler sur l'épaule. Alors lui, vous voyez, il y a quand même un petit début. À droite aussi, on le voit. Donc on travaille au niveau de la nuque. Puis après, c'est hop là. C'est compliqué parce que quand je reviens sur le buste, eh ben, je suis déséquilibré. Donc ça ne marche pas. Ici, pareil. Donc là, vous voyez, on a le petit en bleu. On a quand même une posture, les lèvres équilibrées, et on voit qu'il y a la tête qui commence à bouger. D'accord ? Qui est plus, on commence à avoir un début de rotation. Ici, vous avez cette découpe. Donc la main gauche guide, la main droite s'occupe, et il change. Et puis, il fait, vous pouvez apprécier déjà tout ce qu'il a fait, et vous voyez que c'est pas... Et j'ai la vidéo opposée, où vous en avez un autre qui coupe comme ça, qui à la fin arrache, il en a marre, et vous avez la découpe opposée à celle-ci. Et regardez la main gauche, vous voyez, il y a la dissociation, elle est au niveau du coude, il lève le coude. Après, on peut faire ça. Lui, il commence à bouger, c'est-à-dire qu'il y a épaule, bras, regardez, qui bouge et qui oriente le papier pour découper. Avec une attention vraiment exclusive, et puis de temps en temps, il lève la tête, il regarde ce qui se passe, ou à un moment donné, il parle aussi, il discute. Donc ici, c'est juste pour vous sensibiliser, voir ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que la dissociation, elle s'opère ici, vous voyez, où on a des découpes extrêmement fines, et vous voyez la maîtrise, tout va bien. Très concentré sur son activité. Alors maintenant, on va les faire marcher. Un exemple d'équilibration. Donc vous allez voir plusieurs appuis. Donc une petite poutre, vous allez avoir plusieurs exemples. Le premier, c'est une petite, vous allez voir, appui pied à plat, petite section. Donc on a des exemples frappants de cette recherche d'équilibration. Vous allez avoir une deuxième où vous allez voir l'appui qui est complètement déformé, c'est-à-dire qu'on a un appui pied à plat et on a un deuxième appui qui est complètement retourné, qui est sur la pointe des pieds et qui est sur l'extérieur. Et puis après, on verra la petite qui a peur et qui va avancer, et puis le troisième, quatrième, le rôle de la maîtresse. Alors je vous ai mis au ralenti pour bien voir. Donc vous voyez ces petits pieds, et regardez la pose des pieds, pied à plat. Ici c'est intéressant parce qu'on est dans un niveau malgré tout supérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pas chassé. La petite est dans l'axe de déplacement, donc elle se déplace sur la poutre, il n'y a plus d'appréhension, elle est capable d'avoir une locomotion normale, mais on a un appui pied à plat. Donc on est dans un début de construction, mais c'est quelque chose qui est très bien. On a des rôles équilibrateurs. Vous avez vu, je les ai déchaussés, et là il y a plein de sensations. Donc là c'est intéressant. Bam, pied à plat. Ce que vous voyez, à chaque fois, on a un temps de rééquilibrateur, c'est-à-dire qu'ici, ce qui l'intéresse à elle, c'est d'être bien équilibré. Donc je pose bien mon pied. Vous allez voir cette petite, le pied droit est très à plat, et le pied gauche, il y a un problème moteur. Donc on a une petite attaque de talon qui est bonne, et puis là on commence à avoir un appui bord extérieur, pied à plat. Et là vous allez voir, il y a le pied qui rentre, et regardez, c'est quand même incroyable, elle est orteil et extérieur.
plus ça va, plus vous avez le pied qui rentre. Donc c'est difficile de travailler une équilibre. Regardez l'appui qu'elle prend, il est complètement extérieur, elle est sur les orteils. Alors ici, donc cette petite, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Le rapport à l'affect. Cette petite, elle a peur. Faut-il supprimer le risque? Sécuriser, on a une petite poutre, on a des tapis, donc sécurité passive, tout va bien. Sécurité active, vous attendez votre tour de rôle, vous ne vous poussez pas, etc. J'ai donné les consignes, tout va bien. Risque objectif, nul. S'ils tombent, ils ne peuvent pas se faire mal. Risque subjectif, en plein, il est là. J'ai peur. C'est-à-dire que la poutre est à quelques centimètres, mais j'ai peur. D'accord, je suis une petite section, et donc elle va essayer de m'avoir à l'affect. Elle va dire, tu me filmes, mais bon, donc je vais avoir droit à des sourires, et vous allez voir des faux départs. Donc elle part sur une quadrupédie, c'est-à-dire 4 appuis, donc je suis à peu près, moi je dis non, ça tu l'as fait, donc il va falloir marcher. Et vous allez voir, c'est l'envol. Ce que je dis toujours, même si c'est symbolique, même si on met la valeur qu'on veut, je dis je fais ce métier pour ça. C'est-à-dire ce moment-là, vous allez voir la petite se redresser, et vous allez les bras s'écarter, et je vais avoir un travail d'équilibration, et on va avancer. Donc vous allez voir des pieds qui sont... Par contre, on va avoir des pieds à plat, et justement, qui vont être... un pied va chasser l'autre, mais j'ai grandi ce jour-là. Et moi, j'étais là, la maîtresse était là, elle dit, tiens, c'est chouette le métier qu'on fait, cette chance de travailler. Donc regardez, elle regarde un peu à côté. Alors vous voyez là, elle a 3 appuis. Elle a 2 mains, et puis elle a l'appui pied gauche. Et là, elle dit, faut y aller, bof. Elle regarde, ah oui, quand même. Du coup, je recule, je repose mon pied en arrière. Puis je remplace mon pied par le genou. Et puis là, un petit sourire en me disant, bon, ça t'embête si j'y vais en quadrupédie? Oui, ça m'embête. Vous voyez, elle commence à avancer. Je dis non, non. Donc, toujours un petit sourire. Et là, je dis non, tu repars, tu montes sur la poutre et tu essaies d'avancer. Et on part sans aide. Donc là, elle dit, ah ouais, quand même, il faut y aller. Donc, elle a réussi à poser le pied droit. Là, le problème qui m'est posé, c'est comment arriver à m'équilibrer. Il va falloir que je lâche les mains. Donc, elle essaie d'avancer un peu. Là, première des choses, placer le 2e pied. Donc, vous voyez, c'est... Et puis, ça y est. Et là, là, je vais grandir d'un coup, c'est-à-dire qu'il va falloir que je lâche mes mains. Et là, vous allez voir, sous vos yeux, je grandis. Je me redresse, mais j'hésite quand même un peu. Hein, et moi, je suis derrière, je conforte, j'étaye. Je dis, allez, oui, c'est très bien. Et là, regardez l'envol. Alors, je me rhabille. Quand même. On est filmé, n'oublions pas. Et là, ça y est. Le plus dur est fait. Et vous allez voir les bras qui vont s'écarter. Donc vous voyez qu'il y a ici, il y a une dissociation segmentaire. On a des appuis-pieds qui sont en train de se construire, mais j'ai des sensations. Et là, c'est parti. Donc je vais faire des tout petits appuis et des pieds qui vont... Les appuis vont être chassés. Vous voyez? Voilà, mon pied gauche chasse le pied droit qui avance, mais vous avez vu un peu les trajectoires. On y va tout doucement. Et là, vous voyez que le risque subjectif, il existe, quoi. J'ai eu peur, mais j'ai grandi. Là, je suis en train de grandir d'un point de vue moteur et d'un point de vue affectif. Là, c'est bien. Et puis après, je vais prendre un peu d'assurance. Et vous voyez, ici, on a donc des appuis qui sont en phase d'équilibration, des appuis chassés, on a des bras qui s'écartent, et on a observé aussi le regard qui est porté sur devant. C'est-à-dire sur là où je pose mes appuis. Donc après la décentration visuelle, ce sera la capacité justement à regarder loin devant. Et là, j'essaie d'avancer. Mais bon, là on a, quand je vous disais travailler à l'instant T, c'est ça. À l'instant T, c'est passé ça. Après, on a plein de choses, on va travailler plein de choses, mais sur cette journée, il s'est passé des choses très intéressantes.
Et là, vous avez vu, elle a pris un peu d'assurance, ça va beaucoup plus vite. Ce petit, vous allez voir comment le haut du corps est complètement en déséquilibre. C'est-à-dire, on voit que c'est un élève, il y a des petits problèmes moteurs, et vous allez voir comme ça navigue dans tous les sens. C'est-à-dire que, et ce qui est assez fascinant, c'est le processus d'équilibration. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, mais il arrive quand même à maintenir une trajectoire droite. Donc en termes d'équilibration, imaginez tout ce qui se passe au niveau corporel. Parce que je peux vous dire que ça tangue, hein, et à un moment donné, ça part, et hop, il arrive. Donc est-ce que je suis bien dans un parcours d'équilibration? Oui. Voilà, les images l'attestent. Regardez comme ça part dans tous les sens. Alors les appuis, je ne vous dis pas, hein, à droite, à gauche, ça part dans tous les... Et regardez là. Olé, et hop, j'arrive à m'équilibrer et j'avance. Donc un vrai travail d'équilibration. Ce petit aussi, regardez le travail du haut du buste en termes d'équilibration. Vous avez vu les appuis, vous avez vu cette fois-ci, on a un appui devant l'autre. On n'a plus un appui côte à côte et on a tout le haut du corps qui travaille pour maintenir cette équilibration. Donc étape supérieure, travailler les appuis et décentrer. Ici, la poutre bouge un peu, elle est beaucoup plus étroite, elle est plus haute. Et même classe, hein, donc l'hétérogénéité, vous l'avez ici qui s'exprime. Et regardez un peu le travail du haut du corps et la décentration visuelle. Il me regarde, je lui dis regarde loin devant toi. Donc il prend de l'information et puis aussi le plaisir pris. C'est-à-dire que sur le visage, c'est pas un élève qui est en situation d'angoisse, ça marche. Et un des critères pour vous, c'est la vitesse. Plus on met de la vitesse, plus c'est facile. Donc c'est là. C'est l'indice qui nous fait dire, bon attention, il faut complexifier. Alors, dernière situation ici. Donc là, on est dans du mini-mini. D'accord? Et vous allez voir, ça je vous ai mis cette vidéo parce que c'est le rapport à l'affectif. C'est je peux faire, j'ai envie de faire, mais j'ai besoin de toi, maîtresse. Sinon, je ne fais pas. Donc, vous allez voir, elle regarde le truc, elle dit ouais, c'est jouable, mais est-ce que tu es avec moi? Et la maîtresse va arriver, dans un premier temps, prends la main comme ça, je te tiens, je suis avec toi. Puis la maîtresse qui a réfléchi à la chose décide de faire ça. Intellectuellement, ça veut dire quoi? Là, je te tiens. Là, tu as un appui, tu le lâches quand tu veux. Tu es prêt à partir toute seule. Là, je te tiens, je t'amène. Ça, c'est bien, dans un premier temps. Mais après, là, tu peux compter sur moi, tu peux t'appuyer. Et puis, quand tu veux, tu lâches. C'est toi qui donne le signal. Et vous allez voir, elle la tient. Et quand elle passe, il y a la petite qui la regarde, qui dit « Tu me fais quoi là ?» D'accord? Et c'est amusant cette situation où... mais c'est un autre profil, encore. Un profil basé sur... j'ai besoin que tu me confortes. Comme la petite où je disais, non, fini la quadrupédie. Donc regardez. Eh oh. Et regardez le regard aussi. C'est bon. Ah, j'ai ta main. Donc l'importance de l'étayage, en l'occurrence ici, le rapport affectif. Donc tu me tiens, donc c'est bon, j'y vais. Et regardez, elle descente le regard. Elle me fixe. Moi, je sais faire, il n'y a pas de souci. La maîtresse, voyant ce qui se passe, décide de changer de main, justement. Et elle, regardez, la petite, elle regarde même plus la maîtresse. Et là, elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle dit, oh oh. Et vous allez voir, elle dit, non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? Et en fait, elle dit, moi, c'est bon, tu es toujours là. Tu me tiens d'une autre façon, mais tu me tiens. Et regardez la main, très symbolique, c'est juste... Quand tu veux, tu me lâches. L'étape suivante, ça sera tu me lâches. Et puis après, on pourra complexifier la tâche, etc., etc. Et apprécier aussi la maîtresse qui, avec son autre main, en profite pour réguler ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle empêche l'autre
d'avancer. Vous voyez, elle signifie à l'autre, non, non, tu attends, tout en maintenant la petite. Et vous savez, c'est ces petits appuis. Donc voilà, concevoir les situations. Maintenant, on va dire, bon, alors on va travailler sur quoi? Eh bien, si on prend Calvin et Hobbes, c'est cette bande dessinée, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très instructif, notamment sur le rapport à l'école de cet élève-là. Et ici, à gauche, vous avez son doudou, et cette BD, pour ceux qui ne connaissent pas, l'enfant a son doudou, c'est un petit tigre, et quand il est avec d'autres personnes, ben, le doudou, c'est vraiment une peluche. Et quand il est seul, il est dans son imaginaire, et c'est son compagnon, donc ils font des tas de choses. Donc vous avez cette double lecture. Et ici, donc, notre élève sur le repère visuel. Donc, est-ce qu'on va jouer sur les repères visuels? Donc, modifier, attirer le regard ailleurs. Privation visuelle aussi. On peut empêcher les élèves de regarder, et on va travailler sur toutes les sensations. On le fait très peu, ça. C'est intéressant quand on a des doubles niveaux. Vous avez le moyen, le grand qui tient la main du moyen, ou alors mettre des petits ateliers où on va travailler là-dessus. On peut travailler sur les bras, suppression du rôle équilibrateur. Je tiens un objet sur la tête, un gros objet devant moi qui m'oblige à projeter le regard un peu plus loin. Les appuis, est-ce qu'ils sont en bipédie, en quadrupédie, pieds nus pour augmenter les sensations. Surface d'évolution, est-ce que j'ai joué sur la stabilité, sur le fait qu'elle soit déformable ou instable, plus ou moins longue, plus ou moins étroite, rectiligne, plane ou non, éloignées les unes des autres, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, surélevé, incliné, etc. etc. Donc, le centre de gravité, à quel moment je modifie le centre de gravité? Centre de gravité, vous prenez à peu près au niveau du nombril, est-ce que les élèves, sur votre parcours, ont toujours le centre de gravité au même niveau? Ou est-ce que vous le perturbez? C'est-à-dire, si j'enjambe quelque chose, mon centre de gravité va faire ça. Une fois, on avait fait ça. J'avais dit, bon voilà, on va tracer ordonnée abscisse et puis on va voir la trajectoire du centre de gravité. Et globalement, on avait un centre de gravité qui était toujours sur le même axe. Je dis, bon maintenant, on va les faire monter. Donc on partait, centre de gravité monté, et puis après, je dis, on va passer dessous, donc le centre de gravité baissé, puis après, on va passer par-dessus un objet. Et donc on avait un centre de gravité qui était perturbé, qui était modifié. Et je dis, voilà, la richesse des situations, c'est d'avoir des parcours les plus divers et notamment, vous pouvez jouer là-dessus. Donc pensez quand vous allez observer des étudiants, ou quand les étudiants vous construisez vos situations, les futurs enseignants, c'est à quel moment je perturbe le centre de gravité. Et les autres aussi, vous prenez un banc, mettez des élèves de part et d'autre et vous dites, voilà, vous montez sur le banc et vous vous croisez. Ce n'est pas des joutes languedociennes, il ne faut pas faire tomber l'autre. Vous devez vous croiser et vous ne devez pas tomber. S'il y en a un des deux qui tombe, vous avez perdu. Et là, vous avez un problème d'équilibration. C'est-à-dire qu'à un moment donné arrive, on est face à face, situation, problème. Comment résoudre? Et on a un équilibre à deux. Et vous allez voir toutes les situations entre les élèves qui... Donc on va travailler aussi sur la proxémie, l'acceptation de l'autre, le contact. Est-ce qu'il y en a qui se tiennent par la hanche et qui tournent? Il y en a d'autres qui tournent le dos. Ensuite, il y en a un qui est en quadrupédie, l'autre est debout et il faut encore une fois se croiser au niveau du banc. Troisième niveau d'évolution, les deux élèves sont en quadrupédie. Quatrième niveau, les élèves rampent sur le banc et doivent se croiser. Et vous avez une multitude de réponses et vous laissez faire les élèves. Et vous en avez qui sont face à face, qui se regardent, zéro réponse. Et ils vous regardent, ils disent, on fait quoi? Je dis, trouvez des solutions. Ils ne savent pas, et puis vous en avez d'autres qui en trouvent. Il y en a qui sont sur le banc, qui écartent les jambes, il y en a un qui écarte les jambes, et l'autre qui passe dessous, qui fait un pont. J'en ai vu aussi se mettre en boule, et l'autre qui est enjambé. Donc tout est possible. Ça demande un banc, éventuellement 2 tapis si vous voulez sécuriser, et vous avez une situation collective d'apprentissage. Je fais la même situation, vous êtes à 2. Donc les élèves sont à 2 et ils doivent croiser quelqu'un. Il faut toujours qu'ils aient un contact. Donc ils peuvent se tenir la main, tenir par les hanches, etc. Grande section. Vous pouvez faire 1-2 séances avec ça qui sont très intéressantes. En termes d'équilibration, voilà les situations.
il faut qu'un milieu qui donne naissance à des sensations et plus des perceptions, une éducation corporelle qui se fonde sur l'enrichissement contrôlé et finalisé du milieu. Contrôlé, ça veut dire que voilà, c'est pas Euro Disney, si c'est trop riche, on va les perdre. Donc il faut y aller progressivement. Trop d'objets, trop de couleurs, trop de formes, ils sont noyés. Donc encore une fois, sur exclusivité, on construit tout doucement les ateliers, on rajoute, on complexifie, on met des couleurs, on met des objets, on met des textures différentes, et puis on leur laisse le temps d'appréhender. Un milieu stimulant en jouant sur la quantité, les objets, progressivement. Passage du percept au concept, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire quel objet à projeter, à quel endroit et quelle organisation motrice. Et je dis aussi l'attention portée dans l'inaction. J'arrête pas de dire il faut que les élèves bougent, il faut qu'il y ait un acte moteur si on veut travailler sur le moteur, mais deux choses par rapport à l'inaction. L'inaction, c'est l'élève qui ne veut pas faire. L'élève qui ne veut pas faire, c'est pas qui ne peut pas faire, c'est qu'il a besoin d'un temps pour observer. Donc pour vous, un élève qui ne fait pas, c'est regarder quelle est sa posture, est-ce que les yeux bougent. Peut-être qu'il est en train de se construire une image mentale qui lui permettra après d'accéder à l'activité motrice. Ça, c'est le premier niveau. Donc, il ne faut pas dire il n'a pas envie de faire, le brusquer, non. Regardez ce qui se passe. Observez, prenez le temps de les observer. La deuxième chose, c'est l'inaction, c'est aussi travailler des postures individuelles, c'est aussi travailler des postures de réceptivité, d'éveil, d'attention qui seront intéressantes sur d'autres apprentissages. Être capable de se tenir, de prendre de l'information, ça passe aussi par des postures d'équilibration que l'on a travaillées en motricité. Ici, un parcours de guet que j'aime beaucoup monter, c'est-à-dire plusieurs objets, plusieurs formes, des gros, des petits, des moyens, des instables, des perceptions différentes. Sur certains, on s'enfonce, etc. À gauche, vous avez vu la poutre élevée, plus ou moins étroite, plus ou moins haute. Le parcours avant, vous avez vu qu'il est curviligne, on passe sous un... Donc je modifie le centre de gravité. Et puis ici, vous avez un banc bancal. Ici, vous avez des demi-lunes qui bougent. Donc en permanence, on travaille sur l'équilibration. Le banc bancal. Ici, il y a une bascule. Et là, un petit pont qui est aussi lui-même instable. Et après, les élèves doivent monter. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'ils doivent redescendre après, de l'autre côté. Et là, vous avez, en termes de milieu, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire que le premier niveau, vous en avez qui décident de ramper. Vous avez des élèves qui vont ramper, puis après en quadrupédie. Et puis après, on va voir est-ce qu'on peut monter debout. Pour monter debout, il va falloir se pencher, donc modifier le centre de gravité, le processus d'équilibration. Et encore plus complexe quand il faut descendre. Mais à la fois, il y en a qui vont glisser sur les fesses, ça c'est super rigolo, glisser sur le ventre. Donc on est dans des locomotions et à un moment donné, il dit bon, on va descendre debout. Alors moi je suis ici, je suis sur cet atelier pour les rassurer. Et après on arrive, alors des élèves qui descendent, qui arrivent à descendre, et on a, en termes d'équilibration, c'est extrêmement riche. Autre situation que j'utilise beaucoup, qu'on travaille beaucoup avec les enseignants, c'est celle-ci, c'est un gué. Pour raconter l'histoire, si vous tombez dans la rivière, il y a des crocodiles, vous allez vous faire manger. Donc il faut passer sur les objets. Donc ils sont dans leur histoire, ils sont à fond. Ici, j'ai des objets, des briques, des petits serpents, ce qu'on appelle des serpents. Ici, quelle est la différence? La brique, elle est un peu haute, sensation au niveau plantaire particulière, mais j'ai l'espace pour mettre mon pied donc en phase d'équilibration. Par contre, sur ici, mon pied sera juste au niveau de la voûte plantaire, donc il y aura une bascule. Et puis ici, c'est instable, c'est un disque. Ici, mon pied sera sur le cerceau, donc il va rentrer dans le petit anneau, etc. Première situation très simple, vous traversez le gué, vous passez du cerceau bleu au cerceau rouge sans tomber. Très bien. Situation très simple. Est-ce qu'il y a de l'équilibration? Oui. Et puis, deuxième niveau de complexification, je dis, voilà, vous mettez les pieds que sur les briques. Qu'est-ce que c'est qu'une brique? On a verbalisé. Ici, nous avons une brique, peu importe la couleur. Et vous avez vu que j'ai
j'ai construit le parcours de telle sorte que le premier passage sur la brique, il est un petit peu compliqué. Je suis obligé d'écarter mes appuis. D'accord ? Et puis, si vous observez un peu, eh bien, j'ai construit des parcours. Ici, on a un parcours jaune, ici, on a un parcours bleu. Et le parcours, les deux parcours, après, je vais jouer sur les couleurs. Vous ne devez utiliser que le parcours jaune. Et le parcours jaune, eh bien, on voit que le parcours jaune, il fait ça. Donc, les trajectoires ne vont plus être rectilignes. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Si on est avec des moyennes sections, grandes sections. Et puis mon parcours, eh bien, à un moment donné, ça va être dur, ça va être mou, je vais descendre. À un moment donné, il va falloir que j'aille chercher un appui, ça va être beaucoup plus difficile en termes d'équilibre. Et dernier niveau de complexification, rappelez-vous, augmenter la prise d'information, vous êtes à 3 ou 4 sur le parcours. Certains prennent le bleu, certains prennent que les petits anneaux, certaines prennent le vert. Allez-y, personne ne doit tomber. Donc les enfants vont se croiser. Donc non seulement ils ont à gérer leur propre trajectoire, mais ils ont aussi à gérer, il est où, il fait quoi, je le laisse passer, etc. Et je travaille à la fois sur le moteur et sur la prise d'information, les enrichir d'un point de vue informationnel. Et ça, c'est une situation basique, hein, c'est pas très compliqué. Vous avez vu, nous, on n'avait pas trop d'objets, donc on a créé, ça c'est un disque. On a trouvé des disques, on a dit, c'est cool, ça bascule, allez hop, on va utiliser ça, etc. Dernière chose ici sur les lancers, passer de l'extéroception à la proprioception. Ce que je vous disais sur le lancer, ce qui est riche dans le lancer, ce qui est intéressant, c'est que regardez cet élève, ici il lance, mais pour moi ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que la trajectoire de l'objet, regardez, le regard est vers le bas, il est déjà en situation de déséquilibre, donc la balle va être lancée, va être projetée vers le bas. Comment lancer loin dans cette situation ? C'est impossible. Vous dites à l'élève, tu lances dans l'axe, il fait ça, ça part là-bas. Et mon travail, c'est de lancer dans l'axe. Comment voulez-vous lancer dans l'axe si je suis décalé comme ça ? Je pars comme ça. Et vous avez la deuxième situation que je vous ai mis, la petite. La petite, on a déjà dissociation segmentaire puisqu'elle éloigne l'objet. Donc elle est déjà en proprioception. Où me vient l'information ? Je n'ai pas mes yeux pour voir. Donc c'est ma main qui est bourrée de capteurs qui va me dire où est mon objet. Mais par contre, elle lance à l'amble. À l'amble, c'est le pied droit et du côté du bras lanceur. Donc du coup, elle a toutes les caractéristiques pour pivoter, pour que son lancer aille du mauvais côté. Donc, repositionner l'élève, c'est-à-dire que ici, le bras lanceur est opposé au pied avancé. Donc ce pied, si j'avance mon pied gauche, je lance main droite. Donc du coup, mon pied gauche va me permettre d'avoir un appui solide qui évitera de pivoter. Deuxième chose, pour lancer loin, il faut lancer haut. Donc on va réfléchir ensemble. Comment on peut faire ? Les élèves, vous leur dites de lancer loin, vous mettez des zones de couleur ou des zones numérotées, c'est très bien. Mais eux, regardent la zone. Donc s'ils regardent la zone, vous avez une trajectoire qui est basse et qui descend. Biomécaniquement, pour lancer loin, il faut lancer haut. En augmentant la flèche, vous augmentez la portée. J'augmente. Pour sauter loin, il faut sauter haut, jusqu'à un certain point. Donc comment résoudre le problème ? Deux choses. Je tends un fil, situation basique, je tends un fil, et je leur dis l'élève, c'est pas tant atteindre la zone qui m'intéresse, c'est votre objet doit passer par-dessus le fil. Et je dis cette main-là, eh bien elle va le servir de guideur, c'est mon viseur. Donc montre-moi le fil. Et vous voyez que positionner la main montre le fil, et ici vous avez directement l'angle d'envol. Je l'ai positionné loin, là je sais que c'est la bonne position, et on va pouvoir lancer loin. Une fois, deux fois, répétition, la stabilisation, les enjeux de l'apprentissage moteur, ils sont un petit peu compliqués pour nous, difficiles, parce que on va travailler, quitte à mettre la main à la pâte, entre guillemets, c'est-à-dire que pour certains élèves, je prends en possession, c'est moi qui pilote, je les laisse faire. Donc je prends la main, je montre, je tiens et je lui fais faire le geste à vide. Et après on lance une fois, deux fois, le geste est engrammé, il est inscrit dans le cerveau. En revanche, ce que vous allez avoir, caractéristique, vous faites ça lundi, jeudi on va relancer, et vous avez l'enfant, il n'y arrive pas. Et là vous dites, mais ça ne marche pas ce qu'il nous a raconté là. Si, ça marche. Le problème c'est que j'ai la réponse, mais elle est où là-dedans ?
Donc il va falloir que j'aille les rechercher. Donc du coup, c'est ça les apprentissages moteurs, c'est aller chercher la bonne information. Alors peut-être qu'il suffit juste de remontrer le geste, peut-être qu'il suffit pour vous juste de reprendre la main et d'aller rechercher le bon chemin pour aller trouver le bon programme, et vous avez l'élève qui après va faire son lancer du premier coup. Répétition, stabilisation, etc. Et quel est l'enjeu pour moi? C'est une organisation motrice la plus intéressante possible, la plus efficace possible, et ensuite c'est réinvestissement dans des situations. Là on va pouvoir jouer aux balles brûlantes, ça devient beaucoup plus intéressant. Là on va pouvoir jouer à la balle assise, toucher quelqu'un qui sera assis. Mais si on n'a pas ces apprentissages-là, si on n'a rien, si on n'a pas l'espace moteur, l'espace arrière, quand est-ce qu'on le construit? D'accord ? Souvent, je fais jouer des élèves, des étudiants, donc 23, 24, 25 ans, le jeu de la balle assise. Je prends une balle et quand vous touchez quelqu'un, il est assis. Après, on peut délivrer, donc les règles, on peut jouer à foison. Et quand quelqu'un prend la balle, vous pouvez toucher qui vous voulez. Et j'ai des étudiants qui partent en courant comme ça, comme des enfants de 5 ans. Voire même qui crient « Ah, il va me toucher !» Je leur dis « On se calme, on réfléchit. » On revoit l'action au ralenti. Est-ce que tu penses que c'est plus efficace de partir, éventuellement d'un point de vue cathartique en hurlant, mais en offrant ton dos à l'autre en disant vas-y, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Alors elle me dit non, c'est pas très. Oui, il me dit c'est pas très efficace. Je dis bon alors, si on le regarde, est-ce que c'est mieux? Peut-être que si je le regarde le tireur, je me dis j'ai peut-être des chances de. En plus, on a rajouté une règle où quand on attrape la balle, on élimine le tireur. Donc je me dis pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de regarder le tireur et dire vas-y, tu as un essai. Par contre, si j'attrape la balle, donc je mets la pression sur le tireur cette fois-ci. Et deuxièmement, je peux aussi éviter le tir. Du niveau supérieur, on pourrait faire ça. On recule. D'accord? Partir en reculant. Bien, je vous assure que j'ai 2 étudiants sur 3 qui, en reculant, tombent. Et je leur dis non, mais là, on n'est pas dans un jeu de rôle. Soyez dans la vraie vie. Faites. L'espace arrière n'est pas construit. Ils ont du mal. Et quand vous voyez à haut niveau un défenseur au foot, par exemple, il ne va pas reculer en disant au défenseur « Attends, bouge pas, je cours ». À l'attaquant « Bouge pas, je vais me placer » et après on en rediscute. S'ils sont pris, ils ont une motricité où ils courent en reculant. C'est-à-dire l'espace arrière, mais dans tous les sports collectifs. Et ici, ce n'est pas construit. C'est des adultes et ce n'est pas construit. Autant le faire avec des petits bouts comme ça. On peut aussi construire l'espace arrière. Dernière chose, c'est cet élève, il arrive avec un corps culturel, c'est-à-dire que peut-être êtes-vous moins sensibilisé ici, mais sur Paris, on a une hétérogénéité culturelle, une richesse ou pas, mais toujours est-il que ces élèves arrivent avec un projet migratoire parental qui est intégré, assumé ou pas, ou porteur de ce projet, d'une culture très importante. Et rappelez-vous l'image où la flèche, vous êtes là, cet élève... enfant, tout petit, il a entendu parler, il a été enculturé d'un point de vue corporel, il est riche d'une autre culture. Et cette culture, il va falloir que vous la preniez en compte parce que cet élève n'arrive pas vierge. D'accord? Et regardez ces 2 exemples. Alors j'ai failli par provocation mettre ces images et mettre une maman qui pousse, parce que j'avais une image terrible, entre guillemets, tout est relatif, d'une maman qui pousse un enfant dans son landau. Et le landau, mais c'est une coquille, tout est blindé. D'accord? Et vous avez l'enfant qui est emmitouflé là-dedans, donc il est ultra protégé avec ce petit enfant qui est sur les épaules ou sur le dos de sa mère. Donc 2 approches diamétralement opposées, occidentales et puis de peuples dits premiers. Et ici, vous avez le massage. Quand vous avez un enfant, quand vous le massez, vous travaillez sur la proprioception. Quand vous bougez les articulations, vous travaillez sur la dissociation segmentaire. Et cet enfant, plus il est sollicité, tout le travail que je vous dis, il ne faut pas se rater en maternelle, c'est important. Hein. Il y a des mamans qui l'ont fait avant. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui arrive, qui a déjà une dissociation, qui a des sensations proprioceptives très fortes, qui a une perception de son corps très fine. Et quand vous regardez ce petit, la maman, j'ai pris cette image parce qu'elle est parlante, le petit il dort, et il est sollicité en permanence. Quand vous filmez le plan de la tête, vous voyez qu'elle bouge dans tous les sens, devant, derrière, à côté, et c'est pas le petit, la tête va bouger. La mère, vous avez une accélération aussi, elle bouge dans les plans, elle bouge en termes de vitesse.
l'accélération que subit l'enfant. Et donc vous avez des constructions qui se font et qui sont liées au type de civilisation. Je repasse cette vidéo classique vous allez voir cette maman africaine qui sollicite son enfant et vous allez voir comme elle le brasse, comme on dit. Et vous allez voir les sollicitations, elle le masse. Vous avez tout là-dedans. Il y a du proprioception, elle masse. Alors après, l'enculturation, ça veut dire intégrer une culture à un enfant. Et corporellement, c'est-à-dire qu'en fonction des zones que vous massez, si vous massez les bras et les jambes, vous massez les forces productives, parce qu'il va falloir être productif. Ce corps doit être productif. Si on masse certaines zones, ça va être des zones de séduction. Donc, tout est orienté déjà. Chasser, intégrer de l'eau dans des orifices, c'est nettoyer, mais c'est aussi chasser des mauvais esprits. La maman rigole, elle le rassure affectivement, et puis l'enfant, en plus des grelots au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'il y a une simulation auditive, et vous allez voir, quand je dis construire l'espace bas, vous allez voir, elle le fait sauter sur elle, et vous avez aussi un travail de cet espace bas. Il n'est pas content. Juste pour vous montrer comment il y a les sollicitations en fonction des enfants, de ce qu'on fait, le rapport à l'eau aussi, est-ce qu'on les rassure? Quand l'enseignement de la natation, on voit qu'il est complexe parce que les enfants ont perdu ce lien avec l'eau, et dans certaines cultures qui est maintenu par le fait d'asperger de l'eau sur la tête des enfants. Est-ce qu'on le fait nous? Est-ce que parce que voilà, quand ils arrivent en maternelle, il y a très peu d'enseignement de la natation. Ils arrivent, on a un enseignement fondamental, puisque savoir nager, c'est un savoir fondamental. On a des exigences, on a une attestation du savoir nager qui doit se faire à la fin du cycle 3. Mais la filiation aquatique, elle a été perdue, donc on a un énorme travail à faire au cycle 2. Et plus on attend, plus c'est difficile. Vous savez comme moi, apprendre à nager à des personnes qui ont attendu, c'est beaucoup plus complexe. Et ici, on voit que ce milieu la sollicitation du milieu est très importante. Alors en conclusion, on a une responsabilité majeure dans le processus de développement corporel et intellectuel de l'enfant. Donc on a commencé par cette auteure, on conclut avec elle. Donc créer le cadre du plaisir. N'oublions jamais que la motricité, c'est quand même que du plaisir. Donc faisons en sorte de maintenir ce plaisir-là. Agir avec bienveillance et empathie, on travaille sur de l'humain. Donc vous l'avez compris. Développement de la motricité, c'est pas quelque chose qui doit être traumatisant, ça doit être du plaisir. Je vous ai dit, milieu stimulant, on joue. Construire des pouvoirs de transformation du réel, ça c'est Astolfi, je me suis approprié, c'est les pouvoirs de transformation du réel. Et ça c'est pour vous mettre par rapport à ce que vous allez faire en termes de prospectivité. Ce qui est pour moi très important, c'est qu'il y a un avant et il y a un après vous. Construire des pouvoirs de transformation des réels, c'est avant toi, maîtresse ou maître, je ne savais pas faire. Et grâce à toi, je sais faire. D'accord ? Je sais faire une roulade, je sais lancer, je sais nager, etc. Donc il y a un apprentissage qui s'inscrit dans le temps et qui est très important et que vous allez faire. Agir en transversalité, en mettant le corps moteur au cœur des enjeux. Ne méprenez pas ça, c'est-à-dire que l'éducation physique n'est pas propédeutique à des savoirs intellectuels. L'éducation physique a ses propres enjeux, c'est ce que j'ai essayé de vous signifier tout à l'heure, mais l'éducation physique, c'est pas génial pour apprendre à lire, écrire, compter. Non, l'éducation physique, c'est génial pour développer le corps d'un point de vue moteur, et puis il y a des enjeux affectifs, etc. J'ai expertisé des tas de dossiers là dernièrement sur transversalité avec DM2, et l'EPS, c'était juste, je les amène au gymnase et les élèves vont pouvoir déplacer des objets, etc. Mais c'est pas de la motricité, c'est de la technologie appliquée dans un contexte d'éducation physique et sportive. Mais la transversalité, elle doit s'opérer. J'ai d'abord mes enjeux moteurs, et puis ensuite je greffe. En effet, on peut travailler sur des notions de grandeur, de mesure, on peut travailler sur des enjeux de physiologie, de connaissance du corps, sur la respiration. Oui, tout ça, c'est possible.
mais j'ai d'abord des enjeux moteurs, mécaniques, physiologiques. Agir à court, moyen et long terme, la notion de programmation, donner du temps au temps, donc on l'a évoqué, équiper l'adulte de demain, donc c'est ça, garder ça en tête, agir de façon éthique et responsable, je vous ai dit, non-assistance à personne en développement, on a 45 minutes, on est payé pour ça, donc prenons le temps de faire les choses correctement, donnons-nous du temps, mais faisons, réfléchissons à tout ça. Tenir compte de l'altérité, ces corps arrivent avec un vécu, une histoire qui est aussi parentale, elle n'est pas seulement ethnique, en fonction de ce que me disent, de ce qui est véhiculé à la maison. Mettre la complexité et l'hétérogénéité au cœur de sa réflexion professionnelle, c'est pas avec ma classe en EPS je fais, non, c'est avec les élèves. Comment s'inscrit l'hétérogénéité, où elle se trouve. Et puis, s'émerveiller devant les acquisitions, la seule gratification, je finis là-dessus, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que n'attendez rien, c'est pas les parents qui diront je vous remercie, d'un point de vue moteur, c'est génial. Ça, on n'a pas souvent ça, c'est pas non plus l'inspection qui sera admirative de votre travail, etc. Donc c'est que vous, et vous devez repérer ces instants où il y a une transformation motrice et qui donne du sens. Vous savez où vous allez. Improvisation planifiée, je sais où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais je sais où je vais, et quand je repère le but, et quand je suis capable de voir cette transformation motrice, il n'y a rien de plus gratifiant pour nous, et c'est pour ça que c'est un métier formidable, et je vous invite à aller au cycle 1. Je ne sais pas si je vous ai rassuré. En tout cas, merci pour votre attention, et puis bonne chance pour la suite.